Rodolphe, bonjour et bienvenue à Start Excellence, qui est une émission qui met en avant nos entrepreneurs, l'innovation et les startups en Martinique pour faire rayonner la Martinique au national et à l'international. Super. Rodolphe, tu es le CEO de Clicodoc, une super startup medtech. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et puis de tes débuts dans l'entrepreneuriat? Ok, super. Bah, écoute, déjà merci de m'avoir invité. Donc, moi, je suis martiniquais, je suis né ici, j'ai grandi ici. Je suis parti après le lycée, je suis parti à Paris étudier. Je suis passé par l'école d'ingénieur, je suis ingénieur en génie civil à la base, donc rien à voir avec l'entrepreneuriat et avec le monde de la tech. Sauf que j'ai eu des colocs américains qui étaient entrepreneurs, qui m'ont initié, qui m'ont fait tomber dans cette famille un peu spécifique, un peu particulière d'entrepreneuriat et du financement. Et du coup, j'ai fait un master en entrepreneuriat international qui se fait en 3 écoles, en 3 parties. Donc une partie à l'EM Lyon, une partie en Chine et une partie aux US. Et puis après, j'ai commencé un premier projet qui s'appelait You Tell Me, qui était un projet dans le monde de la EdTech, dans le monde scolaire. L'idée, c'est de pouvoir mettre en relation des élèves en face à face, en visio, en cours de langue. Donc c'était un projet vraiment super intéressant qui était très personnel, mais qui était compliqué à financer. Et en parallèle, j'ai commencé Clicodoc en 2016. Merci. Un projet du coup qu'on a démarré avec mon frère, par rapport à mon papa qui est médecin et qui avait vraiment une grosse difficulté pour gérer ses rendez-vous. On avait le choix entre prendre une plateforme de métropole, il y en avait quelques-unes à l'époque, ou créer notre propre projet. Et si tu veux, on a un peu parlé avec d'autres praticiens de territoire. Aucun n'utilisait de service de ce type. On s'est dit, ça vaut le coup, ils ont l'air d'être intéressés, on propose de faire une bêta avec eux, de tester, ils ont l'air d'être OK. Donc on a construit notre propre projet, Clicodoc donc. Et voilà, et c'était en 2016, on a sorti une version bêta en 2017, la version 1 en 2018, la version officielle en fin 2018. Puis depuis, on a continué à travailler, à évoluer et on espère à répondre à pas mal de besoins sur nos territoires. Donc super, donc tu as déjà un parcours qui commence à l'international, tu découvres finalement l'entrepreneuriat dans le milieu estudiantin et comme on le disait déjà, le network est important, donc c'est grâce à ces personnes autour de toi qui étaient dans l'entrepreneuriat que tu t'es lancé, mais tu t'es lancé dans la EdTech, donc qui n'a rien à voir avec tes diplômes ou ta formation. Clairement. Comment tu t'es lancé aussi bien dans la EdTech que dans Clicodoc qui est une MedTech. Donc la EdTech, juste pour vulgariser le terme, donc c'est tout ce qui est innovation, donc entreprise innovante avec du numérique lié au secteur de l'éducation. Et puis la MedTech, la même chose, mais pour le secteur de la santé. Donc aujourd'hui, comment tu t'es dit, je vais aller dans la EdTech ou dans la MedTech, quelle a été la problématique? Comment tu t'es dit, j'ai pas de connaissances, en fait tu avais des connaissances forcément différentes, je n'ai pas une expertise où j'ai étudié, etc. Mais je pense qu'il faut faire ça. Est-ce que c'était le marché? Qu'est-ce qui t'a... En fait, alors c'est vrai que c'est assez marrant parce que du coup, au départ, quand j'ai commencé, l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'était plus par rapport à mes colocs et plus par rapport au départ à un projet de financement. En fait, j'ai commencé l'entrepreneuriat en étant angel. J'ai participé à un financement, à une levée de fonds d'une start-up parisienne. Génial. Et donc j'ai commencé par l'autre côté. et en fait, la EdTech, c'est venu d'où? C'est venu de mon master entrepreneuriat. En gros, c'est un parcours où tu fais 4 mois à Lyon, 4 mois en Chine, 4 mois aux US. Et les gens du master viennent du monde entier. Donc tout le monde démarre à Lyon, tout le monde part en Chine, tout le monde part aux US. Et en fait, on vit ensemble. Donc on est sur le campus ensemble, H24. On a des projets à monter ensemble, on a des cours ensemble. Donc on est vraiment, vraiment du H24, des gens que tu connais pas et qui viennent du monde entier. Et en fait, c'est un truc de ouf. Parce que ça te met dans une espèce d'ambiance incroyable de multiculturalisme. Et c'est magique en fait. Et donc du coup, le fait de découvrir, de travailler avec ces différentes cultures, ce n'est pas évident en fait de travailler avec des gens qui viennent d'autres secteurs, d'autres parties et qui ont des façons de faire différentes. Et du coup, moi j'ai eu la chance de le découvrir. J'avais eu la chance avant de travailler déjà à Chicago, donc je connaissais aussi un peu le milieu en tout cas nord-américain. Mais du coup, je me suis dit c'est vrai que ce master, il m'a coûté une certaine somme, il m'a coûté assez cher. Et du coup, c'est pas possible pour tout le monde. C'est ça. Et en fait, je me suis dit comment on peut proposer un projet qui fait que on va amener ce multiculturalisme, cette découverte de l'autre au plus grand nombre.
Donc je dis, c'est forcément, il faut passer par l'école, parce qu'a priori quasiment tout le monde passe par l'école, hein, à très très peu de choses près. L'école, je parle primaire, collège, etc. Et comment démarrer, c'était les cours de langue, parce que c'était le côté, voilà, on apprend à parler une langue. À l'école, c'est pour avoir des notes, mais en vrai, on n'a pas conscience que c'est pour beaucoup plus. Et pouvoir montrer aux élèves que parler anglais ou espagnol ou italien ou peu importe, en vrai, c'est pour pouvoir communiquer avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui partagent les mêmes valeurs à peu de choses près et qui ont les mêmes envies, en fait, ben, on se rend compte qu'on peut créer des liens facilement. Et on a fait un POC, donc un test avec une classe ici en Martinique, un collège. On a fait 1 an où ils étaient en relation avec une classe à New York, à Brooklyn. Et donc eux étaient en cours d'anglais ici et eux là-bas étaient en cours de français. Et en fait au départ c'était marrant parce que les professeurs avaient préparé du contenu pédagogique parce qu'ils ne pensaient pas que les élèves seraient en mesure d'échanger entre eux. Et en fait au bout de 5 minutes les élèves ils ont totalement lâché le pédagogique, ils sont partis dans leur truc perso quoi. Donc ils ont commencé à parler de Marvel, de garçons, de filles. Enfin bon, ils ont vraiment compris qu'en fait il y avait une dynamique. C'était pas genre on fait un one-to-one sur Skype où il y a un élève qui participe et puis on est face à un groupe et en fait il n'y a pas vraiment d'échange. Là c'est vraiment on est en face à face avec une personne et donc du coup on crée vraiment du lien. Et ce qui est bien c'est qu'à la fin ils sont partis en déplacement rencontrer ces gens-là, ces élèves à qui ils avaient parlé pendant 1 an. Et c'est vraiment ce côté, voilà. Du coup la tech est venue là de côté, le côté vouloir mettre le multiculturalisme un peu à la portée de tous. Et la EdTech, pardon. Et la médecine, c'est, comme je te dis, c'était vraiment le côté famille. Et alors, ce que j'ai vraiment appris dans ce master, entrepreneuriat, en dehors des cours, parce que je pense que c'était pas le plus important, c'était vraiment le côté, bon, déjà, découverte du monde. Mais c'est le côté, quand tu es entrepreneur, il faut essayer d'analyser les situations. Dès que tu vois un problème, il faut toujours te dire, s'il y a un problème, est-ce qu'il peut y avoir une solution? Et si oui, est-ce qu'elle peut toucher du monde et donc être intéressante? Voilà. Et c'est comme ça que la medtech a démarré. Clicodoc est né. Voilà. Après, c'est plus aussi, en vrai, c'est vrai que c'est de la medtech, mais c'est plus de la tech en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est en gros, on a conçu plusieurs outils qui optimisent des tâches manuelles. Donc en fait, ça aurait pu être dans un autre secteur, mais c'est vraiment le côté, comment on optimise, si tu veux, le parcours de X. En même temps, ça c'est le parcours du patient et le parcours du praticien. D'accord. Donc si je comprends bien, il y avait ce côté un peu envie de changer le monde. Au-delà de la problématique, il y a ce besoin. Moi, je pense qu'il faut le faire. Comme tous au début, on se dit, même avant même de tourner de faire le projet, on se dit, moi j'aime ça, mais c'est pas sûr qu'il y ait des clients pour ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis plutôt pour Clicodoc, donc le côté medtech, il y avait aussi la famille qui s'est permis d'avoir cette étude de marché et de comprendre qu'il y avait ce besoin sur le territoire martiniquais. Donc venons-en à Clicodoc, quelles ont été, si je puis dire, les étapes pour mettre en place et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors, en termes d'étapes, nous on a commencé par le côté, comme je dis, tech, donc on a commencé par développer une première version, on dit une bêta, donc comme on dit en langage vulgaire, le MVP, un produit minimum viable. Qui était simple, vraiment un calendrier avec de la réservation en ligne. Très simple, et il y avait des bugs. On a prévenu nos clients, on leur a dit vous êtes des bêta-testeurs, il y aura des problèmes, il y aura des bugs, soyez patients, faites-nous remonter et on va améliorer. C'est ça qu'on est dans une dynamique de test and learn. Donc on essaie quelque chose, on regarde ce qui se passe, on apprend, on améliore, on recommence et ainsi de suite. Moi, c'est la première étape, c'était de pouvoir construire ce premier outil numérique. En parallèle, approcher un petit nombre de praticiens pour leur proposer d'être des testeurs et leur expliquer bien les contours du projet en fait, de où on allait ensemble. Et puis ensuite trouver des financements. Alors perso c'était d'abord les miens, donc j'y ai mis mes économies. J'ai demandé aussi un peu de l'argent autour de moi, donc à ma mère, à mon père, ce qu'on appelle la love money, donc les proches. Et puis après, creuser, donc optimiser. Est-ce qu'on peut aller prendre des fonds à la collectivité, est-ce qu'on peut prendre des fonds à BPI, est-ce qu'on peut prendre des fonds à la banque, comment on maximise les choses. Et c'est vrai qu'on a pu être accompagné assez bien par différentes instances. On a eu des subventions avec la collectivité territoriale de Martinique, CTM. On a eu la bourse French Tech de BPI, donc une bourse d'innovation. On a eu après d'autres subventions BPI. Donc on a réussi au fur et à mesure à grossir après avoir nos premiers chiffres d'affaires.
Et là, du coup, ça fait plaisir. Ensuite, une étape qui est très importante et qui est très importante pour la boîte et pour les fondateurs et pour le succès ou pas, c'est le recrutement. Donc le premier recrutement, de trouver des gens qui croient au projet, qui sont prêts à faire des sacrifices. Au départ, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on paye forcément moins que le potentiel de la personne réelle. Donc voilà, ce genre de choses. Et puis au fur et à mesure, évoluer ensemble, recruter d'autres personnes. Là maintenant, on a aussi des gens qui sont en alternance, donc on fait aussi de la formation. Mais du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir aussi transmettre et d'espérer que ces plus jeunes vont pouvoir aussi derrière soit faire leur propre projet, soit partir plus loin, faire d'autres choses, etc. Soit rester aussi. On espère parfois qu'ils restent, mais c'est pas toujours le cas. Et voilà, à peu près. Bon, il y en a d'autres, mais les principales, je pense que c'est le côté premier client, recrutement, financement, et puis ensuite commencer à regarder où on va, quoi. Top, très bien. Et bon, donc du coup, j'entends déjà qu'il y avait le financement, donc tu as pu trouver tout ce qu'il te fallait en Martinique, mais c'est quand même l'étape là. Tout ce qu'il fallait, peut-être pas, mais en tout cas, une partie pour démarrer, on va dire. C'est ça, on n'a pas les fonds d'investissement, etc., mais tu as su utiliser le Love Money. Donc pour nos auditeurs, le Love Money, c'est quand on demande de l'argent un peu autour de soi à la famille, soit cet argent est donné, soit cet argent peut être investi dans la start-up pour un nombre de parts qui n'est pas forcément important. Ok, très bien. Et le plus gros succès, quelle était ta plus grosse attente et quel a été selon toi le plus gros succès pour toi, ta plus grande réussite en créant Kikodoc? Ça, c'est difficile, ça. Il y en a eu tellement. Non, mais après, il y a plein de petits succès, tu vois. Il n'y a pas forcément un point qu'on a fait qui a été quand même marquant pour nous. En termes de succès en interne, de gestion avec l'équipe et tout, je dirais, c'était au moment du Covid. On avait pas longtemps avant, on avait commencé à bosser sur la téléconsultation. On avait commencé à construire un module de téléconsultation, pardon. Top. Et donc, bon, on ne savait pas qu'il y avait le Covid, évidemment. Et quand il y a eu le Covid, on n'était pas tout à fait prêt à lancer. Sauf qu'on s'est dit, il faut lancer parce qu'il y a besoin, il faut que les clients puissent suivre leurs patients, donc il faut qu'on soit prêt, quoi. Donc on a lancé. En étant pas prêt. Et sauf que là, on était plus sur une bêta, on était sur une version commerciale avec pas mal de monde qui utilise. Donc ça a été quand même très sportif parce qu'en fait, il y avait beaucoup de retours, il y avait beaucoup de support, de suivi. Et c'est vrai que moi, les 3 premiers mois de Covid, de mars à je sais plus, juin, franchement, je bossais peut-être 16 heures, 17 heures par jour. Et donc du coup, c'était épuisant. Et Isabelle aussi, l'équipe était mobilisée. Mais ça s'est bien passé. Et en fait, on a réussi à apporter une vraie solution pour les patients, pour les médecins, pour nos différents utilisateurs qui ils ont pu poursuivre leur travail et poursuivre le suivi des patients, ce qui était important. Et on a contribué à plus du tiers des téléconsultations de la Martinique, ce qui était conséquent, sachant qu'on n'était pas du tout un outil de l'État, etc. Donc ça, c'est quand même une vraie fierté. Ouais. D'accord, donc la fierté en fait finalement d'avoir répondu à un besoin, d'avoir touché une large population et d'avoir répondu à un manquement que les médecins avaient aussi. Oui, c'est ça. En fait, là où le projet qu'on fait est un peu particulier, c'est qu'on est dans la santé. Et c'est vrai que la santé, en fait, les gens qui viennent sur Kikodoc, en général, c'est qu'ils sont pas en bonne santé. Donc, c'est pas des gens qui sont en mode, on va pas sur Airbnb, quoi. On n'est pas excité d'aller chercher un médecin. C'est plutôt quelque chose de, entre guillemets, négatif. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident de réussir à insuffler cette volonté d'avancer, de construire et tout. Et là, on a senti que vraiment, on a vraiment eu beaucoup de retours de ça nous a vraiment aidé ce que vous avez fait et c'est très cool et merci, etc. Et du coup, ça fait plaisir. D'accord. Rodolphe, quelle est la suite pour toi de Kikodoc? Quelles sont tes prochaines ambitions? Est-ce que c'est des ambitions à l'international, de développement sur le territoire, dans la Caraïbe? Alors, nous, donc, au moment du Covid aussi, on a été approchés par des gens en Côte d'Ivoire qui voulaient un outil de téléconsultation pour la Côte d'Ivoire. Donc on a commencé à échanger avec eux. On a lancé une première version là-bas en 2021, en mai 2021. Ça avance, doucement, mais ça avance quand même. C'est un marché qui est très différent, donc il a fallu adapter, il a fallu faire un développement spécifique, j'y suis allé plusieurs fois. Donc il y a plein de choses à faire. C'est l'Afrique, en tout cas francophone, l'Afrique de l'Ouest, c'est un potentiel énorme pour des startups françaises ou notamment antillaises. Avec ce côté aussi, on a un historique commun, etc. Mais je pense qu'il faut y déménager pour vraiment se donner tous les moyens d'y aller et il faut avoir des financements.
Et c'est vrai qu'on en arrive un peu au point où on est face à une réalité ici économique où il y a pas mal de personnes qui ont des moyens mais qui n'investissent pas forcément dans ce domaine de start-up, du risk investment. Ils sont plus dans le côté établi, du retail, etc. Et donc on n'a pas cette brique de financement dès qu'on cherche des fonds entre je dirais 200, 300 000 et 1,5 million quoi. Les fonds d'une série A. Et donc du coup, aujourd'hui se pose la question pour nous de savoir, on est présent en Martinique, on est présent en Guadeloupe, on est présent un petit peu à La Réunion, on va se lancer aussi en Guyane et Outre-mer. Franchement, c'est notre territoire de base et c'est là où on voulait aller. On est très content et on va y aller, c'est une priorité. Mais si on veut grossir et essayer de devenir une story qui, on espère, pourra inspirer d'autres entrepreneurs, c'est l'objectif, de pouvoir inspirer d'autres gens parce qu'on sait qu'il y a de belles boîtes ici et tout. Et il faut cette envie d'aller ailleurs, mais il faut aussi avoir vu des exemples. Il faut qu'on arrive à trouver des marchés intéressants pour nous et qu'on les finance. Donc, du coup, c'est vrai que se pose la question du financement, donc d'une éventuelle levée de fonds. Donc voilà, c'est les sujets du moment pour nous. C'est la suite. Eh bien, comme j'en parle souvent, il faut des fonds d'investissement sur le territoire. Tu sais que c'est un de mes projets, on en parle beaucoup tous les deux. Donc Rodolphe, quel serait ton mot de la fin pour toute personne qui veut se lancer, aussi dans un secteur où elle estime ne pas être prédestinée? Quel est ton message? Est-ce qu'il y a des barrières à faire sauter? Voilà, quel est ton mot de la fin? Alors, je pense franchement que la clé, c'est d'essayer vraiment de comprendre le marché qu'on veut approcher et pourquoi le projet qu'on porte a un intérêt. Est-ce que c'est un intérêt, c'est sympa, un nice to have, c'est sympa à avoir, ou est-ce que c'est un must-have, c'est un absolu nécessaire? Si c'est un marché qui est intéressant économiquement, ça c'est au départ c'est vrai qu'on se dit non c'est bon, c'est un projet, je le fais, etc. Mais on se rend compte après quelques années qu'en fait c'est bien de faire des projets, mais si on peut pas en vivre, en fait après il s'arrête quoi. Et c'est ce qui m'arrive avec UTelMe notamment. Donc du coup il faut réussir à trouver ce genre de choses. Et puis il faut surtout trouver les bonnes personnes avec qui bosser. Trouver la bonne équipe qui croit au projet, quasiment autant que les fondateurs, mais en tout cas qui y croit vraiment et qui sera prête à se donner, à faire des sacrifices. Mais en même temps, en face, il faut aussi que les fondateurs soient prêts à donner à leurs équipes, qu'ils soient prêts aussi à croire en eux, à les faire monter et à les emmener et à les faire, entre guillemets, récolter les fruits du succès s'il y en a à récolter après. Très bien, donc je résume, croire en projet, la vision, la bonne équipe et puis un peu de financement, ça ferait pas de mal et puis aussi bien aborder le marché et la problématique. Voilà. Rodolphe, je te remercie infiniment d'être venu à Start Excellence et puis je te dis à bientôt. On peut te retrouver sur LinkedIn, sur Instagram et le site c'est clicodoc.com. C'est ça, clicodoc.com. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et d'avoir suivi Start Excellence avec Rodolphe Hospice. Vous pouvez retrouver Clicodoc sur LinkedIn, Instagram, Facebook et je vous dis à la prochaine.